Trigger warning pour cet épisode qui aborde des sujets qui sont très difficiles, à savoir des violences à la fois physiques, sexuelles, mais aussi psychologiques. Et un deuxième petit trigger warning, un peu plus léger. Il y aura un chat avec nous, donc parfois il miaule, parfois il saute. C'est lui qui fait grincer le parquet, c'est pas du tout nous. Et voilà, bonne écoute. Hello, c'est Féministe cherche podcast cinéma, c'est Cam qui vous parle, je suis avec Lou et Jude. Coucou! Et aujourd'hui on vous retrouve pour le dernier épisode du cycle sur les sororis et on va vous parler du film Les filles d'Alpha de Kautar Banania. Alors pour introduire ce film, première chose que j'ai écrite dans mes notes, c'est film exceptionnel, donc je pense que ça donne un peu le ton de ce qu'on va en dire aujourd'hui. Je pense qu'on rentrera dans les détails de l'histoire plus tard, mais pour vous introduire cet épisode, j'ai besoin de vous raconter un peu l'histoire. Donc Les filles d'Alpha, c'est littéralement sur les filles d'Alpha, une femme d'une quarantaine, cinquantaine d'années tunisienne qui a 4 filles. Il est énoncé au début du film que 2 d'entre elles se sont faites dévorer par le loup, les aînées Gofran et Rama, tandis que les 2 autres vivent encore avec Olfa. Et on comprend au fur et à mesure que les aînées sont parties faire le djihad en Libye, puis en Syrie, geste à étudier à travers leur histoire familiale et celle de leur pays, la Tunisie. Et j'ai décidé d'introduire cet épisode par le biais de la notion de la catharsis, parce que j'ai l'impression que c'est un des concepts qui transcende véritablement le film. C'est un terme qui vient du grec catharsis, qui veut dire purification, séparation du bon avec le mauvais, et qui avait une base médicale, donc c'est-à-dire se purifier de sa maladie, qui petit à petit a atteint un sens philosophique et spirituel, allant jusqu'à signifier la purification des passions par leur représentation. Aristote himself, donc qui est un penseur grec qui a beaucoup travaillé sur la notion de tragédie et les répercussions de cet art, que cet art pouvait avoir sur son ou sa spectatrice, et notamment avec les notions donc de mimésis, à savoir la représentation de la réalité par la fiction, et du coup par extension de la catharsis, donc la purification des passions, par cette représentation en miroir de la réalité. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe dans Les filles d'Olpha, où la fiction permet de se confronter à l'horreur de la vie d'Olpha et de ses 2 filles restantes, donc Eya et Tessir, avec 3 actrices qui jouent les rôles d'Olpha et des 2 sœurs aînées, recréant les scènes trop dures pour elles à jouer, mais en les intégrant malgré tout par moments, et notamment les 2 sœurs cadettes qui sont assez présentes tout au long du film, et en montrant les confrontations entre les actrices et les personnes sur des débats sociétaux et intimes, comme le port du voile, la liberté des femmes à jouir de leur corps, etc. Et dans ce cadre précis, je trouve qu'on arrive presque à ce qui s'appelle le psychodrame, donc qui est une forme de thérapie dans laquelle le ou la patiente rejoue des scènes traumatiques, soit en jouant son propre rôle dans la situation, ou en prenant le rôle d'une autre personne dans cette même situation. Et c'est ce qui se passe vraiment quasi systématiquement dans le film à travers le procédé qui a été mis en place. Et du coup ça permet en fait d'avoir un peu un twist moderne en fait sur une tragédie antique. Voilà, je trouve. Wow, belle intro. Merci, belle intro. Disclaimer sur le film traite d'un sujet un peu particulier puisqu'on va aborder des sujets tels que le voile, on va aborder les sujets, la révolution tunisienne, enfin l'implémentation des frères musulmans en Tunisie. Pour clarifier notre position et notre analyse du film, on veut mettre un point d'honneur sur le fait que on ne considère pas que le film dépeint la société tunisienne en sa globalité, ni qu'on confonde la pratique religieuse musulmane et les questions qui sont abordées dans le film, et notamment tous les sujets qui vont être affiliés de près ou de loin à Daesh, les frères musulmans, et l'histoire de ces filles qui est très particulière, très complexe, qui nécessite d'aborder ces sujets-là via le prisme particulier et le contexte familial des filles dans le film. Qui est Kautar Banania? Comme chaque fois, on va vous parler un peu de la réalisatrice. Donc, Kautar Banania, c'est une réalisatrice et scénariste tunisienne née en 1977. Elle a d'abord étudié à l'école des arts et du cinéma de Tunis, puis à la FEMIS à Paris. Elle a travaillé ensuite pour la chaîne documentaire Al Jazeera jusqu'en 2007. Ensuite, elle a réalisé un documentaire Les imams vont à l'école en 2010, puis elle a recommencé les études à la Sorbonne Nouvelle et en a sorti
un premier long métrage qui s'appelle Le Chalat de Tunis en 2014. C'est une réalisatrice qui vraiment enchaîne les succès critiques et qui a été sélectionnée dans de nombreux festivals et dans des catégories vraiment très très prestigieuses. Un certain regard à Cannes pour La Belle et la Meute, la Palme d'Or avec Les Filles d'Olpha, qui obtiendra l'Œil d'Or et le meilleur documentaire au César. Donc pour rappel, l'Œil d'Or c'est le prix du meilleur documentaire au Festival de Cannes. Elle a obtenu aussi le grand prix du jury à la Mostra de Venise très récemment pour La Voix de Hind Rajab, et elle avait même été sélectionnée aux Oscars pour représenter la Tunisie avec L'Homme qui a vendu sa peau pour la catégorie meilleur film en langue étrangère. Stylé. Ouais, stylé hein. Stylé. Voilà, un sacré palmarès, ouais. Pour continuer sur la filmographie et le palmarès prestigieux de Kawther Banania, comme tu le disais très bien, elle a réalisé beaucoup de films. On en compte à son actif 9, je crois. On retrouve de toute manière en fil conducteur dans ses films, il y a toujours une critique de la société, elle apporte toujours une image un peu qui appelle à la réflexion. Ensuite elle poursuit en 2013 avec Le Chalat de Tunis, en 2017 La Belle et la Meute, en 2020 L'Homme qui a vendu sa peau, puis en 2023 Les Filles d'Olpha, et son tout dernier film La Voix de Hind Rajab qui reprend une histoire vraie qui est l'histoire de la petite Hind Rajab qui a été tuée par l'armée israélienne par plus de 300 balles alors même qu'elle était bloquée dans une camionnette. Hind Rajab qui avait 6 ans, dont l'histoire a ému toute la population, mais ce n'est pas la seule histoire tragique de ce qu'on a pu voir depuis 2 ans. Et aujourd'hui, il est nommé aux Golden Globes et il fait partie des 3 films palestiniens qui font aussi la course aux Oscars. Si vous l'avez loupé au cinéma, ce film sera certainement disponible sur certaines plateformes au moment où l'épisode sortira, donc voilà, je vous invite à le regarder. Ouais, moi j'avais vu La Belle et la Meute aussi et je vous invite vivement à le regarder. J'avais passé, alors je dirais pas un excellent moment parce que le sujet du film est vraiment terrible, mais c'est un très grand film et qui tient en haleine. Et bon, moi j'adore cette réalisatrice. Enfin, en tout cas, les 2 films que j'ai vus d'elle, je trouve, sont... Enfin, je suis dithyrambique quoi, donc voilà. Moi, je suis moins dithyrambique sur la réal parce que... Je trouve que, après c'est une perspective personnelle, mais je trouve que ce genre de films ils sont nécessaires parce qu'ils permettent c'est des films qui traitent de sujets complexes et particuliers, et c'est aussi une manière de pointer du doigt certaines dérives dans les sociétés arabes, et je prends arabe avec un grand A puisque l'identité arabe est complexe et multiple, mais ce que je veux dire c'est que on a, en tant que personne maghrébine, on a besoin d'avoir des narratifs qui viennent aussi pointer du doigt et mettre en lumière les dysfonctionnements de nos sociétés, de nos cultures, et c'est important. En revanche, ce qui me déroute toujours un peu avec ces œuvres-là, et je parle de Kawther, mais je parle aussi d'autres films, comme par exemple La Conspiration du Caire ou autres, c'est des films qui... de Tariq Saleh. Voilà. C'est des films qui sont nécessaires, pour autant, ils sont majoritairement et en premier lieu présentés à un public blanc, bourgeois, pas complètement déconstruit et pas complètement sensible aux causes des populations minoritaires. Et ce que ça peut faire, ce genre de film, c'est que ça peut nourrir des narratifs déjà bien construits, bien présents et problématiques vis-à-vis des populations minoritaires. Et c'est là où l'équilibre est toujours un peu difficile et juste à trouver à mon sens, parce qu'on a besoin que ces narratifs existent, et en même temps on navigue sur un terrain glissant où à tout moment ça peut faire l'objet d'une récupération politique, ou que ça peut continuer à faire exister un narratif déjà présent dans le collectif global, de se dire ah mais voilà, ils sont tous les mêmes, ou voilà, tu vois, même eux entre eux ils se montrent d'un angle pas très glorieux. Donc c'est toujours un peu difficile. Moi ma critique elle est beaucoup plus large que le cinéma de Kawther Banania, mais voilà, c'est plus dans la manière où on se retrouve un peu le cul entre 2 chaises, à comment on reprend le narratif de nos histoires sans tomber dans ce jeu de est-ce que ça va être repris, est-ce que ça va être déformé, est-ce que ça va être utilisé à notre rencontre en tant que population racisée. Ça c'est important je pense de le dire, parce que je pense que pour beaucoup de gens, quand on regarde ce genre de film, on se rend pas compte à quel point ça crée une espèce de crise au sein des communautés quoi. Donc il y a des gens qui vont trouver ça très très bien et qui vont adorer, et il y en a d'autres qui vont vraiment le vivre aussi comme une attaque envers les communautés. C'est bien d'avoir un esprit ouvert et de se dire que quand on regarde ce genre d'œuvre, on va aussi creuser sur le contexte qui existe pour s'instruire et s'élever.
Tu as tout à fait raison. Même si je trouve qu'elle fait ça avec finesse quand même. Elle fait ça avec finesse et franchement, pas de manière caricaturale. Elle fait pas ça avec de manière caricaturale. Je suis d'accord avec le discours que tu portes. Oui, non, mais c'est pour ça, je pense qu'elle le fait bien. Et je pense que aussi, parce que nous, on est aussi au fait de beaucoup de sujets. Tu vois, on s'efforce à les déconstruire, à aller se renseigner, à les s'éduquer. Ouais. Mais quand tu prends le public cannois, on va jamais faire inviter à Cannes. Non, mais tu vois, c'est mort depuis plusieurs épisodes. Mais quand tu prends à deux doigts de critiquer Thierry Frémaux. Oh là là. Ouais, moins de 33% de femmes, Thierry Frémaux, chaque année à Cannes. Du coup, on vous fait un petit résumé du film comme à chaque fois. Donc, comme le disait Jude, le principe c'est que il y a Olfa qui est donc la mère. Ces deux filles aînées qui sont parties, on l'apprend plus tard dans le film, faire le djihad, mais qui en tout cas au début du récit sont absentes et ne reviendront pas. Et les deux petites qui elles sont toujours près de leur mère. Enfin, je dis petites, mais c'est des adolescentes. Elles ont entre 13 et 17 ans. La réalisatrice a fait le choix de prendre 3 actrices. Une pour jouer Olfa dans les scènes les plus dures et 2 pour faire les filles aînées qui elles sont parties. Et donc elle va développer le récit au fur et à mesure en développant à la fois l'histoire de la mère, son premier mariage, la fin du régime de Ben Ali, l'arrivée des frères musulmans au pouvoir, la radicalisation d'une des deux sœurs, puis la radicalisation de la deuxième sœur, et finalement comment elles vont décider de s'enfuir et de fuir aussi la violence en fait qu'elles subissent au sein de leur foyer et par leur mère notamment, mais aussi par leur père. Et on suit un peu cette volonté de sororité, de refaire famille, de traiter les traumas familiaux et de faire en fait une thérapie à travers ce mouvement. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est quasiment que des femmes sur le plateau. Donc que ce soit les actrices, que ce soit la réalisatrice, la maquilleuse, etc., c'est que des femmes sur le plateau. Et il y a un seul homme, et pauvre acteur en vrai, faut le dire, le pauvre, qui joue tous les rôles des hommes. Et donc il joue tous les rôles masculins et ce ne sont que des rôles violents en fait. Donc c'est le père qui était incestueux et violent avec sa femme et ses filles. Ah oui, mais pas incestueux en fait. Non, c'est le deuxième. Bah les deux le sont. Non, le premier non. Le père n'est pas incestueux, c'est le copain. C'est le copain sorti de prison. Oui, voilà ça. Ouais. Donc le premier homme, c'est le père qui lui bat sa fille aînée et sa femme. Ensuite, il y a le deuxième compagnon de sa mère qui lui est incestueux envers plusieurs filles en fait. Ce qu'on apprend au fur et à mesure. Il me semble qu'il y a juste peut-être la dernière Tessir qui est pas. Elle si pour pas. Et elle dit qu'elle n'arrive pas à avoir à le détester. Ah oui, c'est vrai. Que dire de plus? Et en fait, à la fin, on découvre ce qu'il était devenu de ses deux sœurs, et donc les deux sœurs ont failli mourir dans un raid américain. Oui, voilà, c'est ça. Un peu démanteler le QG de Daesh. Oui, c'est ça. En tout cas, abattre un des principaux chefs leaders. Ouais, parce qu'une d'entre elles est mariée. Est mariée. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, elle était. Il est mort. Il est mort. Oui, mais dans ce cas-là, il s'est pas marié, donc elle est encore mariée avec. Ah oui. Elle est juste veuve, mais elle était mariée au leader du mouvement et elle a eu un enfant avec lui. Elle a été épargnée. Et maintenant, je crois qu'il vit encore dans une facilité ultra sécurisée. Oui, c'est ça. En fait, les deux sœurs aînées sont en prison. Et une qui vit avec sa fille de 8 ans, je crois, qui grandit près d'elle et qui n'a jamais vu en fait le soleil. Voilà. Mais du coup, pour finir, la mère et les deux autres sœurs ne peuvent pas aller les voir. Elles ne peuvent pas aller les voir. Donc, mais ils sont quand même en demande en fait de retrouver leur sœur. Mais pour dire que, donc du coup on l'a un peu dit, mais j'adore vraiment le principe du docu-fiction, donc qui mêle la réalité et la fiction pour retracer le récit de cette disparition, le manque. Et donc ce qui est incroyable, c'est qu'il y a à la fois des interviews, il y a des scènes jouées, il y a des scènes qui sont complètement extérieures à l'histoire et que vivent les actrices et les filles de la famille ensemble, et qui vont leur permettre aussi de construire un autre récit, mais même se développer en dehors de ce schéma-là. Et dire des choses qu'elles n'ont jamais osé dire avant. Et c'est brillant. Ouais. Ah, mais c'est super. Et aussi, moi, ce que j'adore en termes d'esthétique dans ce film, c'est le fait qu'on voit vraiment les coulisses
du film et que en fait ça rentre tellement dans le récit qu'on brouille complètement la frontière entre le documentaire et la fiction. Et notamment j'avais trop aimé la rencontre entre les actrices. Il y en a une qui a dit « je suis maman enchantée ». Et je trouvais que c'était vraiment, et c'est au tout début, donc du coup c'est le symbole de comment une actrice rentre dans le rôle, c'est ça qu'elle va tenir tout au long du film. Aussi le maquillage où justement on recolle la moustache de ce rôle masculin, on les remaquille face au miroir. Il y a aussi le fait que les vitres deviennent des miroirs, parce que du coup comme il y a beaucoup de à la fois des personnes réelles et actrices qui se dédoublent par définition, enfin notamment Olfa, elles se regardent beaucoup, le miroir en fait devient une vitre et c'est deux personnes qui se déplacent et qui prennent corps très différemment. Enfin c'est assez fascinant, moi je trouve, comme processus. L'esthétique et la mise en scène elle est incroyable, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets d'image qui sont en plus des effets juste de technique, qui sont pas des VFX, mais ce qui est moi ce que je rajouterais aussi, c'est cette capacité à refaire naître le lien entre les sœurs. Il y a un moment où, en tout cas dans tout le film, mais c'est en filigrane, mais surtout au début, en fait le casting, et les filles, les deux dernières l'expliquent super bien, c'est que le casting a été tellement important, parce que les deux filles dont on parle qui sont parties, les deux aînées, il a fallu les remplacer par des actrices, et en fait Kautar a repris des portraits graphiés en fait, et donc les filles, les deux petites dernières là, quand elles découvrent les actrices qui vont jouer leurs grandes sœurs, elles sont troublées, elles ont les larmes aux yeux, la mère reconnaît les traits de l'une et de l'autre, elle fait « Ah mais t'as les mêmes traits qu'elle », et du coup la mère elle développe ce truc où elle va déjà commencer à avoir un lien maternel vis-à-vis d'elle, donc elle va encenser l'une, et elle va un peu être un peu plus critique d'une autre, pour laquelle elle a encore du ressentiment, parce qu'en fait elle projette directement l'image de sa fille sur elle, et on sent directement les dynamiques familiales s'installer, et j'ai trouvé que c'était très très fort, parce que sans même que les premiers mots de l'histoire aient été prononcés, on voit les dynamiques de pouvoir, on voit le rôle malsain qu'a la mère vis-à-vis de ses filles, on voit le rapport on voit le rapport de sororité dans les premières minutes, et on sent l'emprise, et on sent l'amour et le lien et l'attachement qu'ont ces filles entre elles, et je trouve que ça transperce toute image en fait. Je pense que même tu vois dans une salle blanche, tu les aurais fait se rencontrer dans un lieu neutre, on aurait ressenti cette énergie et cet amour et cette crise en fait qu'elle traverse, parce que le cast est ouf, pour le résumer simplement quoi. Mais d'ailleurs le lieu où elles se rencontrent est neutre aussi, en fait c'est une salle où il y a un canapé, c'est pas leur maison par exemple, c'est où il y a un fond bleu. Je trouve aussi en termes d'esthétique, moi c'était des couleurs très primaires. J'ai noté ça dans les tons bleu, jaune et rouge. Avec le noir et le blanc aussi qui est très présent, où je sais notamment elles portent toutes du col, donc c'est du crayon noir quoi, avec du coup des regards toujours très sombres, très profonds, qui va bien avec tout malheureusement toute l'histoire du film. Les rouges à lèvres rouges. Les rouges à lèvres. Et le col qui est vraiment traditionnellement toutes les femmes en portent, ou en tout cas les femmes de culture arabe ou maghrébine connaissent ce produit-là. Mais par ailleurs, c'est aussi un film qui est très très bien filmé. Et je pense notamment à la scène où en fait, il y a les deux sœurs aînées qui se radicalisent, et une qui vraiment beaucoup plus que l'autre, et dont le jeu préféré devient de jouer au martyr. Une personne est morte, et donc elle la met dans un linceul blanc, etc. Et la scène est filmée tout d'en haut, et c'est vraiment... Mais c'est sublimissime, c'est sublime, et genre il y a que des plans comme ça qui sont vraiment à moitié derrière des battants de porte, où on voit la moitié de l'écran, l'autre moitié est cachée par des visages aussi, etc. Et je trouve que c'est d'une finesse, genre la proposition esthétique elle est quand même très très forte quoi. Avec aussi moi je sais que ça m'avait beaucoup marqué la superposition des voix, notamment entre Olfa et l'actrice qui la joue, avec vraiment cette envie de mêler par tous les moyens, je dirais pas fusion, parce que justement c'est ce qui est hyper intéressant je trouve, c'est que en tout cas l'actrice qui joue Olfa est un peu, je trouve, la figure qui la conteste le plus, c'est à dire que c'est celle qui la remet en question, c'est celle qui la met face à ses propres contradictions, et où je pense aussi que c'est parce qu'elles ont pas le même âge, mais elles sont proches en âge, et qu'il n'y a pas justement cet ascendant de mère-fille qui fait que elle peut se permettre de lui faire des remarques. Mais tout elle dit les filles utilisent le film comme moyen de thérapie aussi pour contester la mère. Non, je pensais pas les filles, je pensais les deux actrices principales.
enfin les 2 actrices qui jouent les filles aînées, parfois lui rentrent dans l'art, hein, sur la violence, etc. Oui, mais là c'est très gros, enfin tu sais, c'est les moments, parce que oui, en fait, c'est des moments où Olfa dans le film veut battre ses filles, hein, vraiment en direct, c'est hyper violent à regarder, enfin c'est très très perturbant. Non, moi c'est plus sur le fait de la remettre en cause, tu vois, par exemple sur la question du voile, etc., où l'actrice la confronte complètement, où elle dit, mais on a vu dans tout ton récit que tu t'es opposée à ça, ou en tout cas que t'avais envie de te libérer de carcans sociaux qu'on t'imposait, et que d'avoir une liberté dans tes choix, et pourquoi est-ce que tu t'imposes ça à tes filles, etc. Et ces discours-là sont pas portés par les filles ou par les actrices. Après, la mère ne l'impose pas aux filles, justement, je crois que c'est la grande sœur qui se radicalise, et qui ensuite terrorise les enfants en disant que justement, si elle ne le porte pas, et la mère aussi d'ailleurs. Et la mère finit par se dire, ah mais en fait... elle finit par croire à ce discours-là, qui est un discours qui va à contre-courant de ce qu'elle a donné comme éducation à ses filles. Et c'est juste qu'il y a un moment, quand elle se fait challenger, c'est plus comment toi, qui as tenu cette posture jusqu'ici, t'en arrives à aussi croire à ce récit-là, mais à aucun moment elle ne l'impose, je crois. Non, c'était pas forcément sur le voile, moi c'était plus aussi sur le contrôle des corps de ses filles. Par contre, c'est ça. Alors moi je me suis noté 2-3 répliques. Oui, mais quand il y avait la scène, elle reprend, on dirait la scène de Mustang, là, quand les filles jouent et qu'elles racontent une histoire avec leur soutien-gorge, etc., et que la mère elle est du côté de la porte et qu'elle les juge, et le jeu de l'assiette. Exactement, et l'actrice leur dit, mais en fait c'est des filles, c'est des enfants, elles jouent, tu vas faire quoi. Moi j'ai vraiment noté 2-3 phrases que la mère dit parce que ça m'a quand même vraiment choquée. Elle dit « Je déteste les filles ». Après, elle dit à un moment que ses filles sont des malédictions. Elle dit, parce que du coup il y a quand même une des filles qui est un peu plus libérée, qui s'appelle Eya, et qui elle, franchement c'est la grande gueule de la famille, plus. Ah mais non, mais surtout qui est le double d'Olfa. Olfa n'arrête pas de dire que c'est celle qui lui ressemble le plus. Et du coup en fait, pour moi ça correspond vraiment à la dissonance de cette mère qui passe sa vie à vouloir oppresser ses filles, et notamment celle qu'elle dit qui lui ressemble le plus et qui ne fait que réclamer la liberté que sa mère a réclamée à son âge. C'est ça. Et donc elle lui dit qu'elle aurait voulu qu'elle soit un ballon au milieu des garçons. Genre en gros qu'elle se fasse massacrer quoi. Et elle lui dit « J'aurais aimé qu'on m'apprenne ta fin au JT ». C'est atroce. Elle a beaucoup de répliques envers ses filles qui sont tellement violentes. Et c'est pour ça qu'on l'a dit en disclaimer en début, attention, cette histoire est très particulière, la mère a vécu des choses très particulières, ça ne reflète absolument pas les dynamiques de famille qu'il y a dans la société tunisienne, dans les sociétés maghrébines ou familles arabes. Pour autant, dans ce film, la mère tient des propos qui sont vraiment honteux vis-à-vis de ses enfants, parce qu'elle leur interdit tout ce qu'elle-même, dans son narratif personnel, décrit comme étant les moyens de se libérer de ses propres pressions qu'elle a subies, de ses propres violences qu'elle a subies. Tu peux en parler, je pense, du coup, les violences qu'elle a subies. Ouais, donc elle a subi les violences, en fait, elle a été mariée de force pour commencer, ensuite ça lui violée par son père d'abord. Voilà, elle a été violée par son père, mais c'était complètement... il y a eu une omerta complète sur ces violences-là qu'elle subissait dans sa famille et sa jeune enfance. Oui, donc dans sa nuit de noces, sa sœur la force avec son mari, etc. Action. قلت لك سكري فمك يا ودي قلت لك لا بل حرام لك باش تمسني حتى نتخشى ودي سمع طيب غادي تسيب يا ودي تسيب. Puis en fait, Olfa fait semblant de accepter sa mission de femme procréatrice entre guillemets, parce qu'en fait c'est vraiment, on dit entre guillemets, mais c'est vraiment la fonction qui lui est donnée ce soir-là, de par ce qu'on comprend de sa famille, etc., des injonctions et des interactions qu'elle a avec eux et qu'elle décrit. Pour autant, elle finit par s'enfermer dans la chambre avec son mari, et renversement de situation, physiquement elle prend l'ascendant et elle le bat, et elle lui fait comprendre que non, elle n'acceptera pas ça, que non, ce n'est pas un homme, et que non, elle ne se soumettra jamais à lui. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette dynamique-là, c'est qu'on sent que tout de suite, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire, qui ne se laisse pas faire. Elle explique aussi dans son enfance... Et qui ne sait pas faire non plus, d'ailleurs. Et qui ne sait pas faire non plus. Accessoirement. Non, et en fait, elle nous explique, je sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est juste avant, mais que quand elle se faisait violer par son père dans sa famille, qu'il y avait aussi sa mère qui laissait les hommes du village rentrer pour les violer.
Elle et sa Non, sœur. ça c'est quand elle... Quand elles étaient plus petites. Et que du coup, elle avait appris à se battre et à se défendre et qu'elle savait rendre les coups. Et comme un homme. Comme où un elle homme. disait qu'elle devait prendre le rôle de l'homme de la famille. Exactement. Et en fait, elle nous explique que c'est pour ça qu'elle a réussi à prendre l'ascendant physiquement sur son mari, qu'elle a réussi à le battre et à ne pas se soumettre, mais que si jamais elle n'avait pas eu cet historique-là qui est quand même troublant et très traumatisant, que potentiellement, elle se serait faite violer, comme elle l'a déjà été par le passé, et qu'elle aurait continué dans cette voie-là, dans un mariage complètement tragique, quoi. Ouais. Enfin, en fait, ce qui est terrible et ce qui est tellement intelligent et subtil, c'est que c'est vraiment une femme donc, qui a subi son lot de violence, qui est aussi quelqu'un qui a tout le temps vécu sans amour. Ouais. Enfin, son mari l'aimait pas, ses parents l'aimaient pas. Son deuxième compagnon, c'est la seule fois où elle exprime avoir ressenti de l'amour, et le ressenti de l'amour envers quelqu'un, et mais pas envers pour sa elle. personne à elle aussi. Mais Si, parce qu'elle nous explique que le mec, elle passait des heures au téléphone avec lui, qu'il était doux avec elle, et que c'est pour ça d'ailleurs que quand elle a vu des choses, et les choses qu'elle a vues, c'est son compagnon qui viole ses gamines, c'est qu'elle n'a rien dit parce qu'elle le croyait, parce qu'elle l'aimait. Et malgré le fait que le mec sorte de prison et que ce soit quand même un mec qui ait tué quelqu'un, enfin franchement. Et moi, juste pour revenir sur la scène de sa nuit de noces avec sa sœur qui est intervenue, il y avait juste un point que je trouvais hyper intéressant, c'est que elle joue le rôle de la sœur dans la scène. Et de base, elle intervient beaucoup dans le documentaire, en vrai, dans les scènes, en disant non, ça s'est pas passé comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé, etc. Et là, elle intervient à tel point pour dire non, mais là, je l'ai frappé, non, mais là, t'étais allongée sur le lit, non, mais là, t'es machin, à tel point que j'imagine la réalisatrice lui a dit bah vas-y, joue un rôle dans la scène parce que t'es tellement dedans déjà que voilà. Et elle prend le rôle de la sœur. Et je trouve ça trop intéressant comment est-ce que la Olfa d'aujourd'hui prend le rôle de la personne qui est violente envers elle-même et aussi violente envers cette forme de liberté qu'elle avait eue à l'époque, et d'essayer en fait, de contrôler en fait cette vision qu'elle avait d'elle, ce soi-là quoi, et qui transcende aussi le reste du film, parce que au début évidemment on est à nouveau ce mot, moi en tout cas submergée par cette histoire où j'ai eu un océan d'empathie pour elle, et où en fait je trouve que c'est au moment où justement on parle du deuxième conjoint que, même si un peu avant déjà, mais c'est vraiment à ce moment-là que l'image se brise en fait d'Olfa. Mais parce qu'au début tu sais pas. Oui. Au début tu penses. Enfin, en fait il y a aussi ce truc qui est hyper intelligent, c'est qu'elle nous fait jouer sur nos propres préjugés. C'est-à-dire que genre les hommes sont violents et donc, évidemment, s'il y a quelqu'un qui est violent, on attend que ce soit les hommes et elle qu'elle réponde, etc. Et en fait, au fur et à mesure du film, tu comprends qu'elle ne les protège pas, qui est aussi le discours que elle tient de prime abord, mais qu'en fait elle était tout aussi violente de par son histoire personnelle que les hommes qui ont côtoyé ses filles en fait. Et c'est brillant. C'est vrai que c'est hyper intéressant, j'avais pas réfléchi à ce truc de elle endosse un rôle de bourreau, pour se réinfliger et revivre les traumas et les violences qu'elle a subies. Et l'image elle se brise complètement. Mais c'est surtout quand l'image elle se brise, moi je trouve que l'empathie qu'on a pour elle se transforme en haine. Moi je sais que je l'ai détestée la première fois. C'est vrai ? Je l'ai détestée la première fois que je l'ai vue, et je l'ai détestée encore plus la deuxième fois où je l'ai vue, mais parce qu'en fait... Mais tu le savais déjà aussi. Tu le sais, mais en fait en le revoyant, malgré les traumas qu'elle a subis, il y a des choses que tu peux pas dire. Et tu peux avoir cette haine viscérale envers tes propres enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu peux. Oui, tu peux, mais ce que je veux dire c'est que il y a quand même des moments où c'est complètement pas ok ce qu'elle leur dit. Il y a des choses auxquelles on assiste quand elle bat la plus grande, quand elle la trouve après avoir fait une fête émo, elle la bat parce que du coup, juste pour expliquer rapidement, donc avant de devenir musulmane radicale, en fait Gofran, donc la deuxième fille, elle a une période toute émo-gothique où donc elle va se saper comme une émo, elle va se maquiller, elle sort beaucoup, elle fume, elle boit, etc. Et les cheveux bleus aussi, pardon. Et les cheveux bleus, le symbole des cheveux bleus. Et pendant ce temps, du coup, sa mère travaille dans un autre pays. Elle travaille en Syrie à la frontière. Ah voilà, elle travaille en Syrie à la frontière, et donc elle n'est pas là de manière. Pour moi, c'est la Libye, il me semble qu'elle fait des ménages en Libye. Elle travaille en Libye de manière. Donc elle est loin de ses enfants, et elle va rentrer et retrouver sa fille. Mais c'est-à-dire qu'on voit 1/10 de la scène, mais quand elle te la raconte, elle dit qu'elle a laissé sa fille en sang et qu'elle a arrêté de la battre quand elle a cru qu'elle était morte. Exactement. Mais tu vois, c'est là où moi, mon empathie pour elle, en fait, je l'ai, l'empathie de comprendre son background, etc. Mais en fait, c'est un monde où tu ne peux pas refaire autant de mal à ta chair
que toi on t'en a fait. Alors que même quand elle évoque les blessures qu'elle a subies et les maltraitances qu'elle a subies, elle a les larmes aux yeux, elle a le souffle coupé. Donc en fait, il y a un monde où pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est un monstre. Et j'ai pas avoir d'empathie pour elle. Pour moi, je reste sur le fait que c'est un monstre. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est des enfants innocents à qui tu laisses des violences et à qui t'influent des violences sans nom. C'est dur, je sais, mais j'ai trop de mal. Non, moi je crois que je suis vraiment disposée au milieu des deux. Donc je vais être la voix de la médiation. Nous sommes un spectre. Mais non, en fait, pour moi, la question centrale du film, c'est aussi qui est le loup. Dans le sens où au tout début, les aînés, donc Gofran et Rama, on dit pas qu'elles sont parties faire le djihad, on dit elles ont été dévorées par le loup. Et donc ça met, et où il y a aussi tout un jeu d'ombre et tout justement qui se met en place, et où en fait je pense que la question du film qui traverse ce film, c'est en fait qui est ce loup. Est-ce que c'est Olfa justement? Est-ce que c'est le régime politique dans lequel elles ont grandi? Est-ce que c'est les hommes qui avaient des figures de père qui les ont violées pendant toute leur enfance? Et bon, après la réponse est tout en même temps évidemment, mais à plusieurs degrés. Ce que je trouve trop intéressant dans le film justement, c'est que cette figure monstrueuse, comme tu dis, se déplace en fait en permanence et encercle complètement ses enfants. Aussi, une des questions, c'est est-ce qu'elles vont se faire dévorer et devenir loups elles-mêmes aussi à un moment, tu vois? Et est-ce que les deux sœurs aînées sont devenues des loups ou non? Enfin, pour moi, c'est vraiment la question centrale, et de où s'arrête l'humanité et où commence la monstruosité. Donc pour toi, la figure de loup, elle se déplace, mais est-ce qu'une fois que tu deviens loup, est-ce que tu restes loup? Parce que pour moi, typiquement, Olfa, elle devient loup quand on apprend comment elle traite ses filles, mais elle ne redevient plus humaine après. Moi, j'ai plus d'empathie pour elle. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec elle. Je trouve que justement, toute la subtilité du film, c'est d'arriver à montrer à quel point elle est violente et à quel point elle reproduit des comportements qu'elle a eus dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, elle dit tout ce que fait ma mère, je le reproduis. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'elle a le recul nécessaire quelque part pour comprendre la violence transgénérationnelle qu'elle fait passer à ses enfants, et en même temps elle a des comportements hyper impulsifs, et genre je trouve que c'est une figure de mère horrible évidemment, et enfin effectivement c'est un monstre, mais je suis restée très en empathie avec elle parce que en fait c'est aussi une femme qui a subi son lot de violence et qui ne fait que les reproduire, donc genre je sais pas. Mais là-dessus, moi il y avait une scène qui m'a trop marquée et qui est vers la fin, c'est quand elle est avec le chat, elle est avec une chatte, je sais pas si vous vous souvenez, où en fait elle est face caméra, elle caresse sa chatte et tout, et elle dit en parlant du chat Est-ce qu'on peut dire elle caresse son chat? Oui, elle s'est fait. Personne n'est prêt pour ça. Moi j'étais hyper sérieuse en plus, vraiment. Je me suis imaginé écouter des trucs avec sa chatte, alors non. Je sais même pas comment reprendre. Du coup, il y a une scène où on la voit à la fin avec son chat, où elle dit elle a si peur de ses petits qu'elle les mange. Et où pour moi en fait tout est résumé là-dedans. Déjà il y a la figure du loup qui revient, etc. Mais oui, il y avait un côté vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit d'accord, Chronos, qui est genre le titan grec qui a mangé du coup Zeus et ses 46 frères et sœurs là, parce qu'il voulait pas vieillir. Tout l'aspect de trauma intergénérationnel, de transmission de cette malédiction justement dont elle arrête pas de parler, de pas savoir comment contrôler ses filles aussi. Il y a un peu un côté où t'as l'impression que elle a mis au monde ses enfants parce que elle avait pas le choix entre guillemets, étant donné que c'était ce qu'on lui imposait, mais qu'aujourd'hui elle ne sait pas quoi en faire, quoi, limite. Mais moi, ce que je lui reproche, et c'est là où j'arrive pas à me détacher de la vision monstrueuse, et peut-être que c'est pour ça que j'ai moins d'empathie, c'est que tu devrais vouloir les protéger coûte que coûte. Mais according to who? Mais according to... c'est ton enfant, tu protèges ton enfant. Oui, mais c'est un jugement moral. Peut-être. Mais en fait, pardon... Mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Fin du podcast. Non mais attends, jugement moral, bien sûr que oui. Ton enfant se fait violer par ton compagnon. Mais non, mais évidemment, mais bien sûr que c'est horrible. Mais en fait, je sais pas, pour moi, tu reviens pas de ça. Mais c'est mon prisme. Peut-être que je suis trop dure, mais pour moi, tu reviens pas de ça. C'est pas une question de... Mais en fait, pour moi, c'est plus sur la question du jugement.
En fait, pour moi, tous ces actes, ils sont abominables. Genre le fait qu'elle défende son compagnon alors qu'il se drogue, qu'il viole ses enfants, enfin c'est inadmissible. Le fait qu'elle bat sa fille, c'est inadmissible. Tout ça est inadmissible. Pour autant, je trouve que justement ce qui est réussi dans le film, c'est que le jugement de la part des autres femmes est extrêmement doux et que, enfin, il n'est pas punitif. Et genre moi je suis assez d'accord avec ça, genre le fait que malgré tout c'est une femme qui a subi aussi cette violence là et qui la perpétue en fait. Oui. Et donc juste pour terminer, elle n'est pas entièrement responsable de ça, et de deux, c'est aussi une femme genre qui fait partie d'une classe sociale qui est très pauvre, qui a pas forcément eu les moyens d'émancipation qu'auront ses filles, etc., qui fait que genre forcément qu'elle n'a pas le même prisme de lecture. Et genre moi je trouve ça hyper dur de la juger de bout en bout, enfin en tout cas de la punir définitivement, alors que c'est juste un être humain qui a subi son lot de violence. Ouais. Mais pour à nouveau faire la médiatrice, un truc que ce film permet aux filles justement par rapport à leur mère et pour s'émanciper d'elle, c'est de enfin pouvoir lui répondre. On l'a abordé très rapidement tout à l'heure. Il y a des scènes où, et je trouve qu'on voit à quel point est-ce qu'elles sont des enfants et à quel point est-ce que c'est une figure maternelle terrifiante dans ces moments-là. On voit dans leur regard qu'elles savent qu'elles dépassent une limite qu'elles n'ont jamais dépassée, mais qu'elles veulent absolument le faire, qu'elles en ont besoin et qu'elles peuvent pas s'en empêcher presque. Je pense notamment à une scène dont on a parlé où elles jouent en fait à un jeu qui s'appelle le jeu des assiettes, où en gros c'était un moment où elles avaient pas à manger et où elles faisaient, du coup quand les 4 sœurs étaient encore réunies, elles faisaient semblant d'avoir des différents plats dans leurs assiettes. Mais en fait moi justement ce que je trouve très fort et à nouveau très subtil et différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que c'est pas filmé avec de la pitié, c'est pas du tout en mode réalisme social, tire-larme, voilà, c'est vraiment du documentaire. C'est du documentaire et vraiment aussi elles jouent avec le sourire, enfin ça reste un jeu en fait. Il y a un côté où elles sont pas à se plaindre, enfin elles sont vraiment en train de jouer quoi. Et elles reconnectent à une espèce de mémoire de leur sœur disparue, et la toute dernière dit c'était nos... même si on n'avait rien, on était pas... c'est horrible parce que cette phrase moi je la déteste vraiment. Ils ont rien mais ils sont heureux, enfin, bref. Et en fait elle se remémore cette scène à travers le prisme de la nostalgie parce que leur sœur était encore présente et du coup elles disent en fait on était tellement heureuses d'être ensemble et d'être elles étaient encore là et c'est ça que ça remonte. Et où il y a Olfa qui est dans l'encadreur de la porte et qui est pas censée être dans cette scène à nouveau mais qui peut pas s'empêcher d'intervenir dans cette histoire qui lui appartient pas forcément, étant donné que c'est l'histoire de ses filles, mais voilà point d'agacement dans ma voix, et où du coup donc elles ont un échange où hyper violent, et où à la fin Eya dit moi je sais que je peux te dire ça maintenant et que normalement tu m'aurais battu mais là tu peux pas parce qu'il y a des caméras, et où du coup je te le dis, tu vois. Et où tu vois Olfa qui à la fois, c'est toujours à la frontière où à la fois elle baisse les yeux, en même temps elle la regarde, tu sens qu'elle la fusille du regard et tu sens qu'elle a juste envie de se jeter sur elle. Et où je me suis dit mais les actrices qui étaient là et même la réalisatrice, quand tu vois ça, mais comment t'agis quoi, mais comment tu fais? L'actrice d'ailleurs, pardon, tu voulais dire un truc. Non, je disais qu'il y a un autre moment aussi où ça se passe, c'est quand dans un plan très joli ou qu'on retrouve dans Mustang et qu'on retrouve dans Suicide, où elles sont dans la chambre toutes les 4. Et où pareil Eya regarde sa mère mais effrontée quoi, la regardant vraiment en mode de toute manière tu vas rien pouvoir faire, et où elle lui dit des trucs sur un soutien-gorge ou je sais plus, elle jouait à se mettre des soutiens-gorge, et la mère qui est en mode mais mon dieu c'est honteux, comment tu peux parler de ça, et il y a un technicien homme dans la pièce, attention. Et en fait je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis à travers la disparition des 2 sœurs aînées et à travers du coup cette thérapie en direct en fait de cette famille, la malédiction va se briser. En fait, on l'espère. On l'espère, mais moi je me suis vraiment dit ça. En tout cas, je trouve que c'était porteur d'espoir, et notamment aussi parce que du coup, les 2 petites sont enlevées pendant un temps de leur famille et vont aller en fait en centre social, en foyer, loin de leur mère, et donc en fait elles expliquent que ça les a sauvées et que sinon elle dit très clairement que ça aurait été leur disparition à elles toutes. Et donc j'ai trouvé ça hyper beau, et je sais pas, pour moi ça a
vraiment donné un espoir de, en fait, cette malédiction de la violence des femmes est brisée. Elle s'arrêtera avec elle. Ouais. Bah, je pense qu'on l'a tous ressenti. Et en même temps, je pense que je suis un peu plus mitigée. Genre, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je me dis, mais la mère est tellement victime de sa propre histoire. Elle est tellement encore bouffée par les violences qu'elle a subies, par la perte de ses 2 aînés. Dès lors que les 2 autres la challenge un petit peu, que ce soit... Là, elle peut rien dire, effectivement, parce qu'il y a les caméras. Il y a une fois où elle se jette quand même sur Eya. Hein. Et voilà, mais elle n'a pas quand même en direct, même malgré les caméras. Voilà, tu sens que le naturel est toujours là, les traumatismes sont toujours là, donc du coup, je me dis, cet espoir, il est très fin, et tant que la mère n'aura pas eu l'aide dont elle a besoin aussi pour essayer de surmonter ce qu'elle a vécu, ce qui n'est pas quand même une mince affaire, en fait, je pense qu'elle devra toujours se battre avec ce démon qu'elle a, et ce recours à la violence qui, en fait, l'a trahie dans le sens où elle sait pas exprimer ses émotions différemment. Oui. Après, je sais pas que sont devenues ces filles-là, comment ça a évolué, mais ce serait intéressant de se poser la question. Et juste le côté où Eya, elle utilise ça, elle utilise le film comme thérapie aussi. Ah bah c'est oui. celle qui a le plus besoin de liberté et celle qui a le... Parce qu'en fait, la dernière, Taïsir, elle est encore en train de conscientiser ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, elle a une éloquence pour... Parce qu'en fait, au moment où le film est filmé, c'est déjà une dizaine d'années, je crois, après la disparition des 2 sœurs, mais quand on a des images d'archives, on se rend compte que Taïsir était très petite, genre elle avait 6-7 ans en fait, au moment des faits. Donc quand elle était violée par le compagnon de sa mère, elle avait genre 5-6 ans max, en fait, ce qui est horrible. Donc là, on la trouve jeune adolescente, mais déjà, elle a du vécu. Et elle a une éloquence, et en fait, tu sens les traumatismes derrière, dans la manière de raconter, la dissociation, la distance, la fragilité, la sensibilité qu'elle y met. Et en fait, tu sens qu'elle n'ose pas trop tenir tête à sa mère si Eya ne lui ouvre pas la voie. Et Eya, je pense elle représente pour moi la personne qui n'a plus espoir en rien du tout. Et c'est pour ça qu'elle se permet autant de faire une mission suicide auprès de sa mère, où elle y va en mode tu vas faire quoi, parce que tu sens que c'est quelqu'un qui n'a plus d'attache, plus de repères, et qu'elle n'a plus rien à perdre. Et c'est là où en fait ce film, moi je trouve qu'il est thérapeutique pour elle, parce qu'en fait c'est la première fois où peut-être elle se sent, ce que vous disiez, dans un safe space. Et la mère, elle a en plus une figure de l'actrice qui est complètement à l'opposé de qui elle est, l'actrice qui est une grande actrice tunisienne d'ailleurs, et qui lui dit mais en fait tes filles elles font rien de mal, c'est des enfants, c'est des filles. Et quand elle est cornerisée, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire, elle ne peut que se dire bah ouais en fait c'est vrai. Mais s'il n'y a pas tout ce carcan là, je pense qu'elle se jette sur elle sans vergogne, quoi. Mais moi, une scène qui représente très bien ça, et ironiquement, Olfa n'est pas dedans d'ailleurs, c'est la scène d'un viol en fait, ou un viol en devenir, avec Wissem, donc, qui est le 2e compagnon d'Olfa, où il y a l'acteur qui est allongé sur le lit, et où il y a Eya et Tessir qui sont là, où il me semble que Tessir a un couteau dans la main d'ailleurs. Oui. Ou c'est Eya, je sais plus. C'est Eya qui l'a, et Tessir le reprend par la suite quand la scène s'arrête. Et où ça, moi j'ai trouvé ça tellement marquant, parce que en fait, c'est l'acteur qui dit qu'il ne peut pas faire cette scène. C'est-à-dire que là, il dit stop, ce n'est pas possible. Il dit à la réalisatrice, là j'ai besoin de te parler en off, parce que c'est pas du matériel cinématographique, enfin il a employé ces mots-là, et tu voyais qu'en fait les 2 filles, elles étaient complètement prêtes à le faire. Elles étaient en transe, elles revivaient la scène, elles rejettaient complètement sur l'acteur, en fait, l'image du mec, donc en fait à tout moment elles pouvaient le planter, quoi. Vraiment. Et où il y avait donc après que l'acteur soit sorti et tout, la caméra continue de tourner, ou peut-être après, je sais pas, mais en tout cas il n'était plus dans la pièce, et là Eya parle en fait dans une espèce de monologue justement sur ce qu'elle a subi, comment est-ce qu'elle veut s'en sortir, etc. Et moi j'ai l'image aussi de Tessir donc à côté, qui a juste le couteau dans la main et qui le regarde, je sais plus, mais en tout cas j'avais vraiment cette image en fait des 2 comme ça, et pour moi ça rejoignait vachement ce que tu disais, Cam, sur le fait que c'est Eya qui parle et qui ouvre la voie, et où après en fait c'est si jamais c'est ça dans la scène, c'est Tessir qui tire le couteau et qui en fait va juste être aussi dans sa lignée, quoi. C'est vrai que cette malédiction, moi il y a un moment, il me semble que c'est à la fin, où il y a l'actrice qui joue Olfa qui lui dit mais là tu vois avec ce film c'est super, la malédiction elle va être brisée, vous allez pouvoir en sortir, etc. Et où Olfa répond moi je pense que pour Gofran, donc qui est l'aînée qui est partie, et celle qui a la fille justement en prison,
Pour Ghofran, en fait, c'est trop tard parce que sa fille, justement, qui n'a jamais vu le soleil, tout à fait. va lui en vouloir et cette malédiction ne se brisera pas. Ouais. Et où il y a pas totalement. Pas totalement. Et où il y a le côté où tu sens aussi que Olfa, elle peut pas s'empêcher de se dire qu'il y aura une souffrance quelque part parce qu'elle n'a connu que ça. Et donc, du coup, elle ne peut pas s'empêcher de projeter que ça arrivera forcément. Et qu'il y a aucun autre chemin qui est possible. Mais ouais, il y a vraiment un truc de tragédie grecque qui me... Ah mais c'est en filigrane. Et puis il y a aussi le truc où en gros la mère déteste Rahma, qui est du coup la première à se faire embrigader dans l'endoctrinement des frères musulmans à l'époque, et qui va ramener, entre guillemets, tu utilises le mot de malédiction, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour ça, c'est celle qui va faire rentrer le loup dans la bergerie, elle va faire rentrer la malédiction dans le foyer. À ce moment-là, la Tunisie est frappée par une vague de montée des frères musulmans, de contestation du pouvoir de Ben Ali, et donc ça se matérialise par une montée d'une identité radicale sous couvert de la religion. À ce moment-là, Rahma est la première à se faire embrigader, puisque les frères musulmans qui se sont implémentés dans la ville dans laquelle elle réside commencent à tracter, à faire des prêches, etc. Ouais. Et notamment, ils attirent en fait les femmes par des chants de sirènes, entre guillemets, en leur disant que si jamais elles veulent mériter leur place au paradis, elles doivent se voiler et elles doivent cacher leur beauté, grâce à un vêtement qu'on appelle la burqa ou le niqab, qui consiste à ne montrer que ses yeux. Je tiens à faire un disclaimer en disant que ce n'est écrit nulle part dans le Coran que le niqab et la burqa ne sont pas des vêtements religieux mais des vêtements plutôt traditionnels, et que cette instrumentalisation sont des vêtements traditionnels. Oui, sont des vêtements traditionnels et non pas religieux, et que cette instrumentalisation est bien évidemment une lecture erronée, dans le sens où une femme qui ne porte pas la burqa n'est jamais promise à l'enfer. Point. Elle se laisse embrigader, elle commence à tomber dans cette espèce de schéma où elle-même se dit qu'elle a tellement peur de finir comme une personne qui va finir en enfer, que du coup elle va prendre le pas de ne pas juste simplement couvrir son corps et ne laisser transparaître que ses yeux, elle va aller plus loin. Elle va mettre carrément un voile sur ses yeux aussi, et mettre des gants. Et en fait, elle va se transformer... En fait, pour moi, c'est la métaphore de se transformer en l'ombre d'elle-même. Elle s'est perdue en pensant s'être trouvée. Et c'est là où j'ai dit que c'est le chant des sirènes, parce qu'en fait, on a une personne qui pense trouver le chemin de la liberté pour finalement être enfermée dans un cercle et être enfermée dans un autre. Elle passe d'un cercle d'une cage à une autre, en fait. Oui, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que aussi, faire ça, c'est pour elle, quelque part, trouver un moyen de se libérer des injonctions de sa mère, et de pouvoir la dominer et de pouvoir reprendre le pas sur le contrôle de son propre corps. Exactement. Sans passer par sa mère, et en plus de la dominer dans cette forme de culpabilisation, etc. Puisque on comprend très vite que quand Rahma ou Ghofran, quand Ghofran est gothique, là sa mère la tabasse, etc. Mais là, en fait, quelque part, c'est aussi une autre forme de transformation. Elle se transforme en musulmane radicale qui porte les gants, le foulard aussi sur les yeux, etc. Et c'est comme ça qu'elle va instaurer ce rapport de domination avec sa mère. Exactement, puisqu'elles expliquent que du coup, en fait, pour éviter de se faire battre et aussi pour reprendre le contrôle du rapport avec sa mère, en fait, elle lui sortait des versets religieux. En fait, elle ramenait des prêches à la maison, et sa mère, c'était son talon d'Achille, parce qu'en fait, elle ne pouvait pas s'en prendre à quelqu'un qui était une disciple de Dieu, entre guillemets. Donc finalement, tout ce rapport à la religion dans ce contexte familial-là est très pervers, parce qu'en fait, on comprend que c'est pas forcément une forme de radicalisation. De toute façon, la radicalisation, de manière générale, n'est pas un cheminement spirituel. Et en fait, ça bascule, puisque en fait, Rahma, du coup, commence à ramener les prêches à la maison. Et d'ailleurs, elles le disent, les filles, à un moment, c'est qu'elle nous faisait peur. Le moyen qu'elle a trouvé, c'est que c'est la peur qui tient. C'est la peur de la violence qui fait que tu dis pas. Tu ne bouscules pas l'omerta. Tu contres une autre violence. Et on comprend que Ghofran a une place particulière dans le cœur d'Olfa. C'est parce qu'on sent tout de suite qu'Olfa, elle adorait Ghofran. Et elle le dit plusieurs fois dans le film. Et elle déteste Rahma, parce qu'elle la tient responsable de la disparition de Ghofran. Elle la tient responsable de cette malédiction qui les frappe, comme si elle se dédouanait d'ailleurs d'y avoir joué un quelconque rôle. Mais du coup, Rahma devient vraiment cette figure du mange-mort, entre guillemets, qui lui a enlevé la chose la plus chère à laquelle elle tenait, c'est vraiment Ghofran. Mais
Non mais je voulais juste dire où c'est drôle parce que à l'inverse, Tessir, elle ne fait que pleurer. Ouais, parce que en fait, elle dit à la fin que c'était sa personne préférée au monde, qu'elle l'aimait plus que ses propres parents. Ouais, on voit d'ailleurs qu'elles ont un rapport particulier. Ouais. Et elles sont très proches. Et où c'est ça, et où du coup, en fait, pour moi, c'est aussi ça, c'est un film profondément sur la séparation, et où à nouveau, du coup, sur le fait aussi de comment séparer les femmes entre elles, parce que c'est comme ça que on peut aussi garder le pouvoir sur elles. En fait, cette perte de repère totale en étant en mode, en fait, je l'aime encore du plus profond de mon cœur, mais je sais que c'est quelqu'un que je reverrai sûrement jamais, sachant qu'elle a 13 ans à nouveau, quand le film, donc elle a perdu sa sœur à 5 ans, en fait. Ouais, et où du coup, c'était sa figure maternelle. C'était la seule qui la protégeait, exactement, et sur laquelle elle pouvait se reposer. Même quand elle s'est radicalisée, elle le disait, en fait, c'est la seule qui voulait mon bien, alors qu'elle leur infligeait des violences physiques. Donc en fait, elle n'était pas si bienveillante que ça. Et aussi, ce que je trouve trop intéressant, c'est à quel point la réalisatrice arrive à faire exprimer ses voix dissonantes. Des voix très dissonantes, avec au milieu une voix qui essaye de parler plus fort que les autres, donc celle d'Olpha évidemment, qui essaye de faire taire les autres et qui n'y arrive quand même pas parce que la réalisatrice décide autrement, quoi. Et j'ai trouvé ça très beau aussi, la manière dont elle arrivait à sans du coup deux des sœurs quand même, à dépeindre vraiment des personnalités très distinctes et à créer des récits de vie donc individuels et collectifs de chacune de ses sœurs et à exprimer un peu leur destin de manière individuelle et aussi dans leur sororie. J'ai trouvé ça très réussi. Ça, moi, la scène qui m'a le plus marquée en termes de les deux scènes qui m'ont le plus marquée en termes de sororie, c'est celle du lit dont on avait parlé, on est toutes ensemble et tout, mais ça encore une fois, Olpha rentre dans le champ, donc du coup je trouve que ça tente ça. Elle est à la porte, quoi. C'est ça, mais sinon c'est la chorale. Il y a un moment où elles se retrouvent toutes les quatre, c'est adorable. Elles se retrouvent toutes les quatre et elles se donnent la main et elles commencent à chanter, où évidemment tout le monde a envie de pleurer, toi-même tu pleures, c'est un peu... Il me semble que dans la chronologie du film, c'est un peu le dernier répit avant... avant le fait que tout parte... Ça fait du bien ces moments un peu légers dans le récit. Et les moments où aussi on sort du récit, puisque c'est quand elles font leurs exercices de théâtre. Et donc elles les poussent aussi à faire la même chose et à les imiter. Intéressant. Mais c'est cette dynamique. Mais je trouve que la rythmique, elle joue un rôle important aussi, parce que le film est tellement chargé et tellement lourd émotionnellement. Moi, il y a plusieurs fois où, quand tu le regardes, de toute façon, tu te rends compte que t'as oublié de respirer. Oui, je suis d'accord. Et t'as une apnée et tu sens que ta cage thoracique se contracte et là d'un coup tu vas avoir une micro bulle d'air qui va te permettre de redescendre un petit peu, et c'est ces moments-là où effectivement on sort un peu du récit, où on est dans des moments un peu plus légers, où on rentre dans une phase de nostalgie. Il y a une histoire d'amour qui se passe entre je ne sais plus qui, Rama et un mec de leur ville là, où elles sont sur les toits ou je sais pas quoi, et donc on respire un peu et en même temps parfois les bulles d'air elles sont c'est pas de l'air frais, c'est-à-dire que par exemple quand on a l'actrice principale qui fume sa clope dans les toilettes parce que justement elle pète un câble face au fait que le film est trop lourd, t'as envie de faire la même chose, t'as envie de dire attendez là, donnez-moi des bulles ou donnez-moi je veux faire un truc là, parce qu'en fait t'as deux doigts de tout casser aussi, donc Deux choses qui me viennent en tête par rapport à ce que tu dis, Cam. La première, c'est donc sur cette scène recréée de quand... il me semble que c'est Rama qui a l'histoire d'amour avec un mec... Il y a Olpha qui rentre dans la... à nouveau, c'est le leitmotiv. Qui rentre dans la scène pour lui dire mais comment... qui l'engueule, etc. Et où l'actrice qui joue Olpha lui dit mais qu'est-ce que ça peut te foutre Et où il y a Olpha qui lui répond mais elle embrasse un garçon et elle dit t'as un copain c'est ça. Et où Olpha répond ah mais tu penses que je me serais remariée si jamais j'avais pas envie d'embrasser quelqu'un, enfin en mode
Ça me fascinait aussi à quel point est-ce que dans ce film tu passes du rire aux larmes à la violence, à la blague, et où en fait ça montre tellement filigrane l'incertitude de la violence et de la colère qui est tout le temps présente et qui genre surgit vraiment sans qu'on s'en rende compte. Et non, mais juste la deuxième chose par rapport à quel point le film est difficile à regarder, moi je m'en suis rendu compte notamment à la toute fin quand il y a des images de JT, Olfa et les deux plus jeunes sœurs sont allées à la télévision en Tunisie, donc en 2016, au moment où les deux sœurs aînées sont parties faire le djihad, et par ailleurs aussi des images preuve de JT, encore une fois que c'est un fait divers et pas la réalité quotidienne de la Tunisie. Tout à fait, et aussi des images de JT des sœurs aînées, du coup, quand on les retrouve après le raid américain dont on a parlé au début, et où en fait en voyant ces images, moi ça m'a d'autant plus plombée que pendant le visionnage du film, et je me suis dit mais si ça avait été que ça, mais en fait je n'aurais pas pu regarder. Ouais, mais sachant que ce sur quoi je voulais rebondir et que je me suis notée, c'est qu'en fait les deux filles elles sont parties à 15 et 16 ans. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a fait la réalisatrice, c'est qu'elle a conservé les mêmes écarts d'âge entre les enfants, mais la grande à l'âge qu'elle a au moment du tournage, donc ça se passe on va dire 5 ou 6 ans après, donc la plus petite elle a 13 ans, et donc les actrices qui jouent les grandes elles ont déjà au moins une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, donc en fait quand même tu te dis la violence que ça aurait été si en plus elle avait pris des adolescentes pour faire son récit, ça aurait été terrifiant. Je pense qu'on n'aurait pas été prête à... Et quand je dis prête, mais c'est prêt aussi en fait, parce que tout le monde, le public de manière générale, je pense qu'on n'aurait pas été prêt à être confronté à autant de violence, parce qu'en fait elle est partout. En tout temps, en tout lieu, et puis de n'importe qui, et de n'importe qui. Il n'y a vraiment aucun personnage de confiance dans ce film. La violence, les deux sœurs, les petites et les actrices quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire dans ce film, dans le narratif, c'est-à-dire que là on est dans une mise en scène, donc forcément t'as des safe space, mais t'as des personnes de confiance qui viennent un peu apporter de la nuance, qui viennent aussi mettre un tampon entre la mère et les filles. Mais cette histoire, en fait, c'est réel. Nous, on voit une mise en scène, et donc ça apaise un peu l'esprit et le cœur de se dire que c'est une mise en scène, mais en fait, quand tu plonges dans le sujet, tu te rends compte que c'est pas une histoire. Tout est réel. Moi je voulais rebondir sur un point dont on parlait tout à l'heure, c'était la question de Ben Ali vs les frères musulmans. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de dire que donc en fait on l'a dit un peu, mais genre pour les sœurs c'est vraiment aussi le moyen de résister face à leur mère, de porter le voile. Et en fait ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça s'inscrivait quand même dans une réflexion plus globale autour de la chute de Ben Ali et de sa mère qui, elle, a été éduquée sous ce régime. Et sous l'espèce de culte de la personnalité qu'il avait implémenté quand on voit qu'elle se préparait pour les défilés, qu'elles ont défilé, etc. L'image parfaite de la femme tunisienne qu'il avait lui-même implémentée. Et l'image moderne, sans voile, etc. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Et puis il y a une scène d'ailleurs où elles sont en costume de majorette, il me semble. Oui, exactement. Tout à fait, vous avez les majorettes. C'est ça. National, donc j'ai pas du tout la date en tête, mais il y avait une espèce de... Il a mis en place et il a créé une espèce de vision, d'image de la femme tunisienne par excellence. Et l'implémentation contestataire du pouvoir de Ben Ali se fait par les frères musulmans, puisqu'ils apportent une vision totalement opposée, avec un discours totalement opposé. Et je pense que c'est là où finalement ce que tu disais... donc ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le choc des générations, mine de rien. Il y a vraiment cette question-là, c'est genre celles qui ont grandi sous le régime de Ben Ali versus celles qui ont grandi sous le régime des frères musulmans, et du coup comment ces deux féminités s'opposent et comment on grandit dans chacun de ces régimes, et qu'est-ce qui du coup devient symbole de résistance ou alors pas. Comment on grandit en tant que femme en fait dans ces régimes-là, et peu importe le régime. Et aussi, pour moi, plot twist, c'est juste, enfin, que ce soit l'imposition d'un régime dit moderne entre guillemets de la femme tunisienne ou l'imposition d'un régime des frères musulmans, au final c'est juste une oppression des femmes, on n'en laisse pas le choix. Voilà. Non, mais elles sont pas gagnantes. Elles n'ont pas le choix, c'est super. Voilà, en fait, c'est qu'elles fassent l'un ou l'autre, ça leur sera toujours reproché selon le contexte.
Et non, je voulais revenir sur un autre point aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait qu'elle fuit pour rejoindre les frères musulmans. Donc évidemment, elle fuit leur mère, elle fuit cette violence intrafamiliale, mais elle fuit aussi un destin. Dans cette éducation, on leur a pas ouvert la porte de l'école. Donc une fois qu'elle a eu sa période gothique, Gofran, elle a été carrément shootée de l'école, il me semble. Enfin, elle a refusé qu'elle retourne à l'école, et donc elle a dû faire du ménage comme sa mère, puisque c'est le métier de sa mère, elle est femme de ménage. Et donc tu comprends que sa fille se rend compte que son seul moyen d'échapper à ce destin et à vivre la même violence que sa mère et vivre dans la même classe sociale et de ne pas s'émanciper, en fait, c'est de partir aussi faire le djihad avec son futur mari. Ah bah complètement, et puis je pense que ça montre aussi bien que tu peux pas tomber dans ce genre de radicalité sans avoir un terreau propice à la perte d'espoir. En fait, les discours qui sont servis par ce type de groupuscules extrémistes, et quelles que soient les religions confondues, c'est souvent un discours qui promet une vie meilleure, c'est un discours qui te promet, ou en tout cas qui te voue un avenir radieux, que ce soit dans une vie ici ou dans une vie spirituelle différente. Oui, on sait que c'est l'opium du peuple, en somme. Exactement. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, quand t'es une personne, parce que nous on se rend pas compte, je pense, de l'enfermement dans lequel tu peux vivre quand t'as vécu dans une famille comme celle-ci, et qui, je pense, c'est un cas parmi des millions, parce que vraiment leurs histoires, elles sont tellement what the fuck que tu peux pas te dire que c'est une... Oui, et aussi où elle est capable d'assumer une violence, où elle regarde des vidéos de Daesh non-stop avec des gens qui se font lapider, couper la tête. C'est Rama qui fait ça. C'est Rama qui fait ça, et qui arrive à emmagasiner toute cette violence. Exactement, elle a vécu dans la violence permanente et le trauma en plus intergénérationnel, etc. de sa mère, qui nécessairement doit avoir un impact, mais c'est exactement le schéma d'embrigadement que tu peux retrouver chez des personnes qui sont déjà déboussolées, et que à force d'avoir ce chant des sirènes qui te promet, qui te dit mais non, toi tu dois avoir un destin, toi tu n'es pas comme les autres, toi tu es spécial. Je pense que chez des personnes comme ça qui n'ont jamais entendu ces mots-là, forcément ça résonne. Moi j'ai du mal à me dire que c'est des personnes qui n'auront jamais connu la joie, ou peut-être le sentiment d'être protégées, ou le sentiment d'être aimées réellement, parce qu'en fait quand on leur dit qu'on les aime, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est toujours conditionnel, et c'est toujours en vue de les utiliser pour quelque chose, tu vois. Que ce soit, moi les images qui m'ont fait qui m'ont brisé, mais je pense que genre encore aujourd'hui si j'y repense j'en pleure, tu vois. C'est cette image où on a Rofran qui demande à voir son enfant. Enfant qu'elle a eu en prison, et que du coup elle est séparée de son enfant qui a grandi en prison. Donc en fait c'est la fille d'un dirigeant de Daesh. Donc en fait cet enfant, on n'a pas forcément d'empathie pour la situation, mais en fait on se dit mais c'est un enfant c'est horrible. C'est horrible. Qui a grandi dans une prison, qui est voué à un destin, je pense qui sera jamais un destin très, qui n'aura jamais la vie d'un enfant normal en fait, qui ne verra jamais le soleil. Ouais, c'est dur. L'impossibilité d'échapper à son destin. Ah ouais, exactement. Mais si. Maintenant qu'on vous a parlé du film pendant 1 heure, on vous propose quelques recos pour finir quand même sur un ton un peu plus léger, et parce qu'on aime bien vous partager un petit peu de ce qu'on aime écouter ou lire ou voir. Moi j'ai une reco podcast à vous faire qui s'appelle, donc c'est un podcast qui s'appelle Je ne suis pas raciste mais, et donc la bio du podcast, c'est donc le podcast qui analyse le racisme dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire, qui est animé par Donia Ismail, qui est une journaliste brillante, qui déconstruit au fil d'interviews des mythes racistes, qui désigne en fait le racisme ordinaire et banal, et franchement c'est un plaisir à écouter, donc allez-y. Ça a l'air trop bien. Moi ma reco, c'est une poétesse qui s'appelle Sylvia Plath. Mais où donc Sylvia Plath en français. P-L-A-T-H. Oui, P-L-A-T-H. Où en fait justement j'en ai parlé avec Lou, et où je sais que tu m'avais dit que tu connaissais pas forcément, et où du coup je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au plus grand nombre, parce que c'est une personne donc que j'ai découverte quand j'étais en L1 je pense,
où du coup j'étais en mode waouh, elle est tellement incroyable, genre un peu femme, j'ai un gros tropisme pour les femmes dépressives des années 60 en autrice, je sais pas pourquoi. Du coup en fait c'est une autrice qui a beaucoup parlé de sa condition de femme, notamment un peu forcée à devenir femme au foyer quand elle a eu des enfants, et à quel point est-ce qu'elle avait du mal à lutter contre sa propre bipolarité aussi. Et elle a notamment fait une autobiographie qui s'appelle The Bell Jar et qui est juste exceptionnelle et très courte. Faut pas lire ça quand vous êtes trop déprimé parce que ça aide pas non plus, mais en fait c'est tellement un récit sensible et tragique, et dans lequel je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront que ça mérite d'être lu. Voilà. Et moi je vous conseille une web série qui est disponible du coup sur Instagram, enfin qui est faite pour Instagram, et qui s'appelle La Chambre d'Orso, donc D''ORSO. Orso c'est le personnage principal, il vit dans une coloc avec une autre meuf et un autre mec, et en fait c'est leur vie de coloc. Tout est filmé sur 3 fenêtres de sa chambre, et c'est des petits épisodes de 2 à 3 minutes où on suit en fait les récits et les aventures de chacun des colocataires. Cool. Il y a un épisode tous les jours. Ça a été créé par Arthur Vautier, et je trouve que c'est des petits fragments de vie qui sont hyper fins, et moi je suis particulièrement attachée à un personnage qui s'appelle Swan, où je trouve que l'acteur est vraiment très très bon, et c'est ce qui m'a fait aller vers cette web série. Vraiment c'est trop bien, ça vous prend 2 minutes par jour. Voilà. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc on clôt le cycle de la sororie avec ce dernier film. Quel bon cycle. Franchement, moi, c'est un de mes cycles préférés. C'est vrai qu'on en a fait tellement en plus. J'ai beaucoup aimé la violence et la sororie. Je dis ça, je dis rien. 2 sur 3. J'ai plutôt aimé les rom-coms. Moi j'ai kiffé les rom-coms à chaque fois. Moi aussi j'ai kiffé les rom-coms. Mais moi je suis la moins romantique. Moi aussi. Bah oui, mais moi c'est pire que toi. Enfin moi je crois que c'est pire que toi. Mais du coup là on entame un cycle sur lequel on a vraiment hâte de discuter et de vous présenter, puisqu'on va entamer un cycle sur les grands prix obtenus par des femmes. Les premiers grands prix. Les premiers grands prix obtenus par des femmes. Alors on va faire Berlin-Venise, Paris, non c'est Cannes, je dis n'importe quoi, et ça se passe où les Oscars? C'est à Los Angeles? Je dirais ça moi. Oui. Voilà, donc ce sera un cycle de 4 épisodes. Et on en a déjà hâte. Sur ce, on vous laisse. Bonne écoute. Enfin, j'espère que vous avez passé une bonne écoute. Et à très vite. On fait des gros bisous. Bisous.